Bonsoir à tous. Au sommaire de cette édition de l'information ce soir, sur les antennes de la télévision du Monde, la liste des candidats définitivement admis à l'école normale d'administration et de magistrature pour le compte de l'année académique 2019-2020 n'est pas dolosive, contrairement à une certaine opinion. L'assurance est de Joseph Lé, le ministre de la fonction publique et de la réforme administrative, qui admet cependant qu'une malencontreuse erreur rapidement corrigée s'est glissée dans les résultats définitifs. Également au titre hors de nos frontières, c'est l'une des plus grosses fortunes de Chine. Jack Ma, le fondateur d'Alibaba, une entreprise qui vaut aujourd'hui un peu plus de 460 milliards de dollars, s'apprête à quitter la présidence du conseil d'administration du géant chinois de vente en ligne le 10 septembre prochain à l'occasion de son 55e anniversaire. Et puis en sport, dernier tour éliminatoire de la Coupe d'Afrique des Nations de moins de 23 ans en Égypte. Tunisiens et Camerounais seront à nouveau sur le terrain ce mardi. C'est pour le compte du match retour qui ouvrira peut-être les portes de l'Égypte à Rigobert Sambanac et ses poulains. Voilà pour le sommaire. Bonsoir à tous et merci de nous retrouver sur les antennes de la télévision du Monde pour cette autre édition de l'information. La liste des candidats définitivement admis pour le compte de l'année académique 2019-2020 à l'école normale d'administration et de magistrature du Cameroun n'est pas dolosive. Ce sont des assurances du ministre en charge de la fonction publique et de la réforme administrative, ministère de tutelle de cette institution, qui révèlent néanmoins que quelques irrégularités rapidement corrigées ont été constatées dans les listes définitives de cette institution. Les précisions dans ce reportage. Selon le communiqué presse du ministère de la fonction publique et de la réforme administrative du Cameroun, la liste des admis à la prestigieuse école normale d'administration et de magistrature au titre de l'année académique 2019-2020 n'est pas dolosive. Pour Joseph Lé, il s'agit simplement d'incohérences enregistrées dans certains arrêtés portant publication des résultats et faisant apparaître sur la liste d'attente des noms de certains candidats définitivement admis. Dans ce communiqué presse signé le 8 septembre dernier, l'on a appris d'ailleurs qu'après vérification, l'admission définitive des intéressés aux 10 concours est confirmée et la présence de leur nom sur les listes d'attente ne relève que d'une malencontreuse erreur matérielle, laquelle a pourtant laissé libre cours à toutes les supputations et des critiques quelquefois acerbes. Plus rassurant désormais, le ministère de la fonction publique et de la réforme administrative indique dans sa démarche épistolaire que depuis hier, les arrêtés modificatifs visant à corriger les erreurs mentionnées sous-pras sont disponibles et consultables sur le site du ministère. Un communiqué presse de la tutelle de l'ENAM qui a le mérite d'être clair. Rappelons que ces derniers temps, l'école normale d'administration et de magistrature a fait l'objet de plusieurs scandales, amenant le président de la République à trancher en décidant de revoir les textes régissant le fonctionnement de cette institution et en injectant des hommes nouveaux à la tête de cette école qui forme l'élite dirigeante. Nous parlons à présent de ce scandale dans une station d'essence à Douala, de l'eau dans du gazole qui a causé des pannes de plusieurs véhicules du cortège du ministre de l'eau et de l'énergie et qui se rendait à Douala pour une mission d'inspection. Le ministère a donc rapidement instruit une mission d'enquête pour faire toute la lumière sur cette affaire. Jean-Jamin Yedna nous en dit davantage. Alors que le ministre de l'eau et de l'énergie et l'ensemble de la délégation regagnait Yaoundé, dans la capitale politique du Cameroun, ce samedi 7 septembre 2019, après une visite de travail de 3 jours dans la région du littoral. Le cortège du ministre Gaston Elundu Estomba s'est arrêté dans une station-service dans la localité de Dibamba, au niveau de la pénétrante est de la ville de Douala, le temps de s'approvisionner en carburant. Et une fois carburés, certains véhicules du cortège n'ont pas pu redémarrer. Face à cette situation, le ministre de l'eau et de l'énergie a aussitôt saisi le patron de la dite station-service. Le contrôle qualité qui a immédiatement été instruit révèle la présence d'eau dans 3 compartiments de gazole et par ricochet de carburant avec lequel des véhicules du cortège du ministre ont été ravitaillés contenait de l'eau et dans un communiqué de presse,
Rendu officiel par le directeur général de cette station-service, une première hypothèse fait état d'une livraison en produits blancs du matin chargée à la SCDP, Société camerounaise de dépôt pétrolier, par l'un des transporteurs de la station, contenait de l'eau qui aurait contaminé le gazole et serait la cause de l'incident, des autres cuves de la station étant parfaitement conformes après vérification selon la voie la plus autorisée de la dite station-service et devant ce que l'on pourrait qualifier de scandale. Le ministre de l'eau et de l'énergie a instruit le respect strict des procédures de contrôle des produits pétroliers dans toutes les stations-service du Cameroun, avec l'intensification des contrôles qualité à l'heure où l'assainissement du sous-secteur des hydrocarbures est de rigueur dans notre pays. Une enquête a été ouverte à l'effet de démanteler cette filière mafieuse. La station-service incriminée aurait été provisoirement suspendue de toute activité où des sanctions sévères sont en vue à l'endroit de ces contrevenants. Suite à cette affaire de carburant de qualité présumée douteuse servie à la délégation des véhicules du ministre Gaston Ilundu et Somba, les usagers de la route et pour la plupart les consommateurs de ces produits pétroliers invitent désormais les pouvoirs publics à jouer pleinement le rôle de régulation dans ce secteur d'activité. Les précisions de Frédéric Moutamin et de Étienne Monté. L'affaire du gazole mélangé à de l'eau, servi aux véhicules de la délégation du ministre de l'eau et de l'énergie Gaston Ilundu et Somba en fin de séjour à Douala le week-end dernier, a fait grand bruit sur la toile, dans la presse et dans les chaumières de la capitale économique du Cameroun. J'ai entendu parler, le ministre est passé avec son cortège et consommait du gazole. Dès qu'il a consommé, sa voiture n'a pu démarrer. J'ai entendu parler, mais bon, on entend, hein. J'ai lu ça sur une page Facebook. Bon, en dehors de ça, personne ne m'a parlé de ça. Une situation de carburant présumé manipulé qui semble récurrente dans les stations-service, connues probablement des usagers et autres automobilistes. Oui, j'ai déjà fait cette remarque parce que quand je consomme dans certaines stations, donc je ressens comme si la voiture ne tire pas. Mais quand je consomme dans d'autres stations, je ressens la voiture tirer plus. Bon, et parfois les pannes mécaniques, quand tu arrives au garage, le mécanicien te fait comprendre que c'est dû au carburant qui n'est pas de la bonne qualité. Oh, oui, mais je n'ai jamais eu à consommer ça. Mais certaines personnes me disent qu'ils ont eu ça. Hein. Dans les stations-service, c'est motus et bouche cousue. Pourtant, les plaintes des automobilistes sont enregistrées quasi quotidiennement. Si vous vous plaignez même, les pompistes vont dire que c'est pas eux qui viennent livrer. Donc eux-mêmes, on les livre seulement aussi. Pour les automobilistes, le problème de cette crise de la qualité du carburant se trouverait auprès du principal fournisseur, à savoir la société camerounaise de dépôts pétroliers. Mais tout part de la base. Ce n'est pas les gestionnaires des stations. C'est depuis la base que ça se fait. Le problème doit venir de la SCDP. Ça ne peut pas être à la station. Ça ne peut pas se faire à la station. Pourquoi? Parce qu'eux, ils sont là que pour recevoir et pour revendre aux consommateurs. Oui. Donc ça ne peut pas être aux stations, quoi. Station-service ou pas, les consommateurs des produits pétroliers pointent un doigt accusateur à l'appât du gain comme principale cause à ce phénomène néfaste pour les véhicules. C'est l'excès de profit. C'est l'excès de profit. Ce n'est que ça. Il faut stopper cet appât du gain, ce phénomène dangereux pour les véhicules, tel est le vœu pieux des automobilistes qui proposent par ailleurs quelques pistes de solutions. Ça serait de plus appliquer les contrôles dans les stations pour qu'ils puissent comprendre ce que nous on subit dans les véhicules. Parce que beaucoup de véhicules sont tellement en panne à cause de ces mauvais carburants qui sont dehors là. Il était sur le terrain, il a les remarques. Lui-même, il faudrait qu'il prenne des décisions sévères pour qu'on puisse être à l'aise. De mon point de vue, il faut d'abord aller à la source, parce que c'est à la source d'abord qu'on va commencer par avertir, oui, par rapport au mélange et tout, oui.
on doit sensibiliser d'abord les gens de la source et comme ça permet aux stations aussi de pouvoir écouler du meilleur produit. En attendant les résultats de l'enquête prescrite par Gaston Eloundoué Somba, le ministre de l'Eau et de l'Énergie, au sujet de ce gazoil qui aurait été manipulé ou contaminé et les probables sanctions à venir, automobilistes et stations-service se regardent en chien de faïence depuis cet incident survenu dans une station-service à Douala qui jette davantage de probes sur la qualité des produits pétroliers distribués dans notre pays. Cette information de dernière minute en brève, accident de circulation sur l'axe Mbalmayo-Yaoundé. Un véhicule ayant perdu son système de freinage aurait achevé sa course dans le décor au lieu dit contrôle de police dans la localité de Bandoumou. L'accident qui n'aurait fait aucune perte en vies humaines ce lundi après-midi a cependant enregistré des blessés graves et légers, parmi lesquels plusieurs policiers en fonction au poste de contrôle. Les dégâts matériels sont importants. Une enquête a été ouverte pour faire toute la lumière sur ce drame. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions spécialisées. Toujours dans ce registre de faits de société, parlons à présent de ce corps sans vie qui a été découvert au quartier Carrefour Mwanjo. C'est dans le premier arrondissement de la ville de Nkonsamba. Et vous dites Jean-Germain Yadna et Château N Valent que le défunt Laurent Mouessokou ne présentait aucun signe de maladie. Reportage. Des déclarations des voisins, commerçants et des proches de la famille du défunt, l'infortuné ne présentait aucun signe de maladie, encore moins de gestes de fatigue, bien avant son dernier soupir. Et ce sont des cris de détresse des riverains qui ont alerté les populations du quartier Mwandia Carrefour, lieu dit Massanga, dans la circonscription administrative de Nkonsamba 1er. Devant sa boutique, son gagne-pain quotidien, où il a préalablement pris soin d'exposer sa marchandise, de corps inerte, du sieur, mais souhaité colorant. Donc il a associé, il a mis tout le how they are retraite, il work for snack. Bon, il est sticky on there with fun with all tongue we be big. Bon, non bien sticky. Il quand ça monte, il monte son comme il go sur les boutiques. Il sort how they try. Il est heavy for quartier, il go pour le small so for snack. Que s'est-il réellement passé? Est-ce un arrêt cardiaque, un malaise qui aurait coûté la vie à ce sexagénaire, ou encore une main criminelle qui aurait décidé du sort de ce retraité? Seuls les résultats de l'enquête ouverte par les autorités de Nkonsamba 1er nous diront davantage. La dépouille du sieur, mais souhaité colorant, qui tire ainsi sa révérence à l'âge de 62 ans, a été déposée dans une morgue de la place, dans le chef-lieu du département du Mungo. Nous restons dans le chef-lieu du département du Mungo, où le week-end dernier, les pluies diluviennes qui se sont abattues dans cette localité ont créé d'importantes inondations, entraînant des dégâts importants également. Les précisions de Zobel Apollinaire Bon et de Château N Valent. C'est une pluie torrentielle qui s'est abattue sur le sol de Nkonsamba ce week-end et son intensité a paralysé les activités de la localité pendant plusieurs heures. Surpris par la montée des eaux,
Plusieurs habitants ont vu leur domicile et autres lieux de commerce être inondés. La chaussée, elle aussi, n'a pas été épargnée par la fureur des eaux. La situation a contraint le maire de Nkonsamba 1er, El Hadj Oumarou, a effectué une descente sur le terrain et assisté ces populations en difficulté. Interpeller les populations en ce sens que celles-ci doivent d'abord prendre leur mal en patience. Nous les avons donné du réconfort, puisque nous sommes tous concernés, puisque nous sommes inondés. Nous avons été avec eux dans la pluie. Nous avons pris des premières mesures, sécuriser, isoler tout ce qu'il peut y avoir comme courant électrique qui traînait par-ci, par-là. S'assurer que les veillards qui sont dans les différentes maisons sont mis à l'abri, et même les petits-enfants et autres. Voilà un peu les premières mesures que nous avons prises. Maintenant. Aucune perte en vies humaines n'a été enregistrée, mais l'on a frôlé le pire par endroits. Lui a commencé, l'enfant n'était pas, la fille de la maison même n'était pas. Oui. Elle était au travail. Au moment où elle est rentrée, on l'a appelée. Qu'elle vient que l'eau veut traverser la route. Elle est arrivée à la maison. Elle a trouvé que l'eau entrait tellement. Quand l'eau a cassé le mur de la maison, l'eau les a envahis. L'eau est au niveau de côté là qui est au secours. On est entré dans l'eau pour partir les faire sortir de la maison. Et tout est parti dans la maison. D'après certaines sources, ce n'est pas la première fois que la ville de Nkonsamba vive pareille situation. Et les causes sont identifiées par certains habitants. Cela est tellement petite. Oui. Ça demande de casser pour agrandir. Sinon, si on ne fait pas ça, les gens vont tous souffrir comme vous voyez là. Donc le plus est petit, l'eau n'arrive pas à circuler normalement comme il faut. Donc ça demande vraiment qu'on casse. On agrandit. Il faut donc agir dans l'urgence pour que ce genre de situation ne se produise plus lors de la prochaine tombée de dame pluie dans la ville de Nkonsamba 1er. Dans le premier arrondissement de la ville de Nkonsamba, ce sont 13 établissements publics primaires qui ont reçu un important don constitué de matériel didactique, mais également d'outils pour l'hygiène et la salubrité dans le cadre du paquet minimum remis par la mairie du premier arrondissement. L'événement a eu lieu à l'esplanade de cette municipalité présidée par El Hadj Oumarou. Les détails de Praxed Toulou et de Château Envalon, une fois de plus. À l'esplanade de la mairie de Nkonsamba 1er, c'est l'effervescence dans les rangs des responsables des écoles primaires et publiques de cette circonscription administrative. Du matériel didactique et pédagogique remis au directeur des écoles pour le bon déroulement de l'année scolaire 2019-2020. Franchement, monsieur le maire de Nkonsamba 1er vient ici ainsi répondre aux attentes de monsieur le ministre de l'Éducation de base à temps. Vous voyez, nous sommes même émus par rapport à la quantité et la qualité de ce paquet minimum que monsieur le maire, Papa El Hadj Oumarou, donne aux écoles de son arrondissement. Un paquet minimum issu de la décentralisation octroyée à 13 établissements à capitaux publics par la commune d'arrondissement de Nkonsamba 1er. Ce n'est qu'un accompagnement, un simple accompagnement de ce que fait le gouvernement. Donc en ce qui nous concerne, vous convenez avec nous que la plus belle femme du village ne peut donner que ce qu'elle a. Nous avons offert le peu que nous avons offert, mais nous avons surtout tenu compte des préoccupations de la base, c'est-à-dire les enseignants eux-mêmes nous ont dit en filigrane, quand nous faisons notre réunion préparatoire, ce dont ils souhaiteraient que l'accent soit mis là-dessus. Ce n'est pas qu'ils ont négligé ce que l'État a donné ou qu'ils ne sont pas contents, bien au contraire, comme je l'ai dit tantôt, ça a été une très grande première parce qu'il y a une grande innovation à ce niveau-là, mais ils ont également souhaité que nous puissions apporter un peu plus jusqu'au matériel, j'allais dire, d'hygiène et de salubrité. Pour cette édition, la mairie que pilote El Hadj Oumarou a mis un accent particulier sur l'hygiène et la salubrité, d'où ce matériel de propreté remis pour utilisation à bon escient. Vraiment, ce que nous venons de voir tout à l'heure, c'est un mouf au cœur. Nous sommes très contents. Les mots me manquent pour exprimer cela. Ce n'est même pas du paquet minimum, mais du paquet maximum. Parce que le maire El Hadj Oumarou a fait fort. Je pense qu'avec ça,
l'éducation dans Konsamba premier ira en bon train. Un paquet minimum qui arrive à point nommé dans un contexte où de nombreux établissements ont du mal à entamer la rentrée scolaire, faute de matériel didactique et pédagogique. Mise en œuvre du budget programme, les collectivités territoriales décentralisées de la partie septentrionale du Cameroun étaient à l'école de l'arrimage au mode de gestion. La concertation s'est ouverte à Garoua ce lundi. Les précisions de Frédéric Moutamé et de Seydou Fonzi. Ce sont au total 9 collectivités territoriales décentralisées et la communauté urbaine, pilotes des régions septentrionales qui sont à l'école du budget programme. Les communes ici présentes seront les représentantes des 360 autres, parce qu'en fait, elles sont 30 dans tout le pays qui ont été identifiées comme communes pilotes, dans lesquelles on devrait expérimenter sur cette transition, le passage du budget de moyens vers une budgétisation par programme. Donc, cet atelier est d'une importance capitale, parce qu'en fait, cette formation devrait permettre à ces communes d'avoir des outils qui leur permettraient de préparer le cadre de dépenses à moyen terme, leurs projets de performance qui en fin d'année seront évalués au travers de leur rapport de performance. Donc c'est une révolution dans nos collectivités parce que cela leur permettrait déjà, comme c'est le cas pour nos administrations publiques déjà, de s'arrimer à la réforme. Axé sur l'approche par objectif ou par résultat, il est question ici d'arrimer ces collectivités territoriales décentralisées et les communautés urbaines à ce nouveau mode de gestion budgétaire. Il s'agit de passer de la gestion ancienne qui était consacrée uniquement à une gestion budgétaire, mais aujourd'hui nous passons à une gestion programme, c'est-à-dire par objectif. L'objectif final étant d'améliorer un peu le niveau de vie des populations du Grand Nord. Et tout ceci s'inscrit dans l'objectif du chef de l'État d'être émergent en 2035, parce qu'à la base, il s'agit en effet du bien-être des populations du Cameroun en général et celles du Grand Nord en particulier. Donc c'est pour nous un soulagement, d'autant plus que cet exercice auquel nous nous livrons dès ce matin nous permet de coller aux exigences réglementaires. Pour les chefs des exécutifs communaux cibles, la méthode est la bienvenue. D'ailleurs, elle répond mieux aux critères de gestion qui sont les leurs et davantage dans un cadre où il est question de participation au développement et d'accompagnement pour le bien-être des populations. Que les maires faisaient déjà, et puis aussi on nous parlait des budgets programmes, mais déjà que nous allons bénéficier de ce travail, je crois que nous rentrerons satisfaits et nous le mettrons en pratique. Ouvert ce lundi par Juliette Dumba, secrétaire général des services du gouverneur de la région du nord du Cameroun, ces travaux prennent fin ce vendredi avec de nombreux espoirs pour les populations des communes cibles pilotes, mais aussi pour l'émergence du Cameroun à l'horizon 2035. Hors de nos frontières, rendons-nous à présent en Chine et retenons son nom ce soir. Jack Ma, il a pour référence Bill Gates, le fondateur de Microsoft, plusieurs fois désigné l'homme le plus riche du monde. Il est le fondateur d'Alibaba, une entreprise chinoise aujourd'hui qui pèse 420 milliards de dollars et s'apprête à quitter le conseil d'administration de ce géant chinois de vente en ligne. Ce sera demain, 10 septembre 2019, lors de son 55e anniversaire. Les détails de nos confrères d'Africa News. Jack Ma s'apprête à dire adieu à Alibaba, l'entreprise qu'il a fondée en 1999 et qui vaut aujourd'hui plus de 460 milliards de dollars. Il quittera son poste de président du conseil d'administration le 10 septembre à l'occasion de son 55e anniversaire. L'homme d'affaires, qui est considéré comme l'une des personnalités les plus riches de Chine, envisage de mettre sa fortune au service de l'éducation et suivre les pas de son modèle Bill Gates, le fondateur de Microsoft qui s'est retiré des affaires pour devenir l'un des plus généreux philanthropes du globe. Enfance défavorisée, Jack Ma a connu des débuts modestes.
En 1999, il quitte l'enseignement pour créer Alibaba depuis son appartement de Guangzhou, dans l'est de la Chine, en empruntant $60 000 à des amis. Rejeté à l'époque par des investisseurs américains, il avait pris une revanche retentissante en réalisant en 2014 à Wall Street la plus grosse entrée en bourse de l'histoire, levant $25 milliards. Alibaba, qui revendique aujourd'hui plus de 750 millions d'utilisateurs actifs par mois, a contribué à l'immense essor de la consommation en Chine grâce à ses plateformes Taobao et Tmall et à tout un écosystème d'entreprises. En Russie, le parti au pouvoir a subi une lourde perte lors des élections du Parlement tenues le week-end dernier. Scrutin par ailleurs très suivi et qui intervient pratiquement après un été de manifestations sévèrement réprimées dans le pays de Vladimir Poutine. Les détails de nos confrères d'Euronews. Au Parlement local de Moscou, les députés loyaux au Kremlin ont perdu près d'un tiers de leurs élus lors des élections régionales de dimanche. Avec 25 sièges sur 45, ils restent néanmoins majoritaires. Ailleurs sur le territoire, la majorité des gouverneurs soutenus par Russie Unie, le parti de Vladimir Poutine, ont été réélus et c'est là-dessus que souhaite insister le pouvoir. Concernant les candidats soutenus par notre parti Russie Unie, sur les 26, 19 ont remporté l'élection. C'est un bon résultat pour le parti. Il n'y a aucun doute sur le fait que les résultats auraient pu être meilleurs. Mais comme on dit, on a ce qu'on a. Le scrutin a été suivi de près après un été de manifestations sévèrement réprimées par la police. Pour ces élections, l'opposant Alexei Navalny, dont tous les alliés ont été exclus du scrutin, avait appelé les électeurs à voter intelligemment en soutenant les candidats les mieux placés pour battre ceux du Kremlin. De manière générale, nous pouvons dire que le vote tactique a fonctionné dans le pays. Et pour la première fois, il a beaucoup mieux fonctionné que ce que nous avions prévu. C'était une expérimentation et elle a très bien fonctionné dans les villes et les régions où elle a été mise en œuvre pour la première fois. Rien ne dit que la tactique d'Alexei Navalny ait été réellement suivie. Le recul des candidats soutenus par les autorités pourrait aussi s'expliquer par le contexte de grogne sociale lié à la montée de la pauvreté et à une réforme impopulaire des retraites. En sport, au deuxième tour éliminatoire de la Coupe d'Afrique des Nations des U23, le Cameroun affronte demain la Tunisie. Il s'agit d'une rencontre qui pourrait marquer un tournant décisif pour Rigobert Song et ses poulains. Zobel Apollinaire Bon. Après la victoire du match aller sur le score étiqueté d'1-0, Rigobert Song et ses poulains doivent arracher la qualification pour la Coupe d'Afrique égyptienne en Tunisie, à défaut de faire un score positif, c'est-à-dire battre les Tunisiens à domicile. Le Cameroun devra tout de même conserver son avantage du match aller en faisant un score nul et vierge à Rades. Pour ce match retour, le coach Rigobert Song n'a rien changé sur l'effectif avec lequel il a travaillé au Cameroun et va certainement devoir compter sur le 11 du départ qui lui a permis d'avoir la victoire à Yaoundé. La tâche ne sera certes pas facile devant une équipe tunisienne qui jouera devant son public et à nocturne. Des paramètres qui ont certainement été pris en compte par le coach des U23 camerounais dans la préparation de ses joueurs pendant les 3 jours d'acclimatation passés en Tunisie. La sélection U23 du Cameroun a donc là une opportunité en or d'écrire son nom dans le registre de 16 autres nations qui participeront au prochain rendez-vous du football africain en Égypte. Une première pour le Cameroun si celui-ci venait à être qualifié. La rencontre de ce mardi est donc déterminante aussi bien pour le joueur que pour le coach Rigobert Song qui est à sa première expérience avec les U23. Avant de refermer définitivement cette édition de l'information ce soir, le rappel des principaux sujets qui ont constitué la vitrine. D'abord, ces résultats de l'école normale d'administration et de magistrature du
éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations des U23 en Égypte. Tunisiens et Camerounais s'affrontent de nouveau sur le terrain demain pour le compte du match retour qui ouvrira peut-être les portes de l'Égypte à Rigobert Sambaranak et ses poulains. C'est tout pour cette édition de l'information ce soir. Merci de nous avoir accordé votre attention. Nos programmes se poursuivent. Bon début de semaine à tous. Au revoir.